Mon père a donné mon poste de vice-président à mon frère, et m'a traité de raté. J'ai démissionné, en leur laissant les clés des serveurs, qu'ils avaient oublié que je contrôlais. Après le crash du système, ils m'ont supplié de revenir. J'ai répondu que mon tarif était de 50% de l'entreprise. Salut, Reddit, prenez de quoi grignoter, car cette histoire va être longue. Je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé, mais j'avais besoin de partager cela quelque part, car, honnêtement, c'est la chose la plus satisfaisante que j'ai vécue, au cours de mes 31 ans sur cette planète. Alors, voilà, moi, 31 ans, homme, je viens de détruire l'entreprise de ma famille. Pas exprès au début, mais quand ils m'ont tendu le détonateur, et m'ont supplié d'appuyer sur le bouton, je me suis dit, pourquoi pas? Ils l'avaient cherché. Laissez-moi revenir en arrière, pour vous donner un peu de contexte sur la dynamique de la famille Johnson, car sans cela, cette histoire n'a aucun sens. Mon père a fondé Johnson Industrial Solutions, il y a environ 25 ans. Tout a commencé dans notre garage, avec quelques ordinateurs, et un rêve. Il en a fait une véritable entreprise de taille moyenne, spécialisée dans les logiciels d'automatisation industrielle. Nous parlons de systèmes qui font tourner des usines de fabrication, des opérations de distribution, et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le genre de logiciel qui, s'il tombe en panne, arrête la production d'usines entières, et fait perdre aux entreprises des sommes folles, heure après heure. Notre clientèle comprenait 3 entreprises du Fortune 500, et environ 40 fabricants de taille moyenne, à travers tout le Midwest. En grandissant, j'ai toujours été le « gamin de la tech ». Pendant que les autres enfants faisaient du sport, ou se couraient après dans la cour de récréation, j'étais dans le garage avec mon père, pour apprendre le fonctionnement des serveurs, la connexion des réseaux, et l'écriture de code réellement utile. À l'âge de 15 ans, j'aidais déjà à résoudre les problèmes des clients, après l'école. À 18 ans, je gérais pratiquement toute notre infrastructure informatique, en tant que stagiaire non rémunéré, tout en finissant le lycée. Je me souviens encore de la première fois où j'ai sauvé l'entreprise, d'un désastre majeur. J'avais 17 ans, j'étais à la maison pendant les vacances d'été, quand notre serveur de base de données principal a commencé à afficher des erreurs de corruption. Mon père paniquait, et appelait des consultants hors de prix, qui ne comprenaient pas le problème. Je me suis assis devant le terminal, j'ai passé 6 heures à traquer l'anomalie, et j'ai fini par trouver une fuite de mémoire, située dans un module tiers que nous utilisions. Je l'ai réparé moi-même, économisant à l'entreprise probablement 50,000 $, en frais de conseil d'urgence et en perte potentielle de clients. La réaction de mon père? Une tape sur l'épaule, et un « bon travail, fiston ». Pas de prime, pas de reconnaissance, rien. Juste les affaires courantes. Mon frère cadet, Kevin, était l'enfant chéri, le charmant, celui qui jouait au football américain, qui plaisait aux filles, et qui rendait nos parents fiers de toutes les manières visibles, que les parents éloignés pouvaient admirer lors du dîner de Noël. Il avait 3 ans de moins que moi, mais réussissait toujours, d'une manière ou d'une autre, à être le centre de l'attention. Kevin possédait ce charisme naturel, que je n'ai jamais développé. Il pouvait entrer dans une pièce, et tout le monde gravitait autour de lui. Il racontait des histoires qui faisaient rire. Il se souvenait des noms, et des détails de la vie des gens. Il avait cette façon naturelle, de faire sentir à chacun qu'il était la personne la plus importante au monde. Moi? J'étais maladroit. Je le suis toujours. Honnêtement, je préférais les ordinateurs aux gens, car les ordinateurs étaient logiques. Ils suivaient des règles. Ils ne faisaient pas de favoritisme, et ne vous faisaient pas vous sentir invisible. Le favoritisme a commencé tôt, et ne s'est jamais arrêté. Quand j'obtenais des appartous, mes parents hochaient la tête, et disaient, c'est ce qu'on attend de toi. Quand Kevin s'en sortait de justesse avec des C, il lui organisait une fête avec des pizzas, pour avoir fait tant d'efforts. Quand j'ai construit ma première baille de serveur à 16 ans, avec des pièces de récupération collectées chez des recycleurs d'électronique, mon père levait à peine les yeux de la télé. Quand Kevin marquait le touchdown de la victoire lors d'un match de lycéen, mon père pleurait de joie dans les tribunes. Vous voyez le tableau. C'était une situation classique d'enfant chéri, qui ferait grincer des dents n'importe quel expert en dynamique familiale. Ce schéma s'est poursuivi, à chaque étape importante de ma vie. Quand j'ai été accepté au programme d'informatique de l'Université d'État, avec une bourse partielle, mes parents ont dit que c'était un bon choix pratique. Quand Kevin a été accepté dans une université privée,
qui coûtait 3 fois plus cher, ils ont organisé une fête de remise des diplômes avec traiteur, et ont invité la moitié du quartier. Après le lycée, je suis allé à l'université d'État pour étudier l'informatique, en finançant mes études par des bourses, et un travail à temps partiel, car mon père disait que l'entreprise n'avait pas les moyens de m'aider pour les frais de scolarité. Pendant ce temps, Kevin est allé dans cette université privée, où il s'est spécialisé en administration des affaires, avec une mineure en soirées étudiantes, le tout entièrement financé par la banque de papa et maman. Je travaillais 25 heures par semaine pendant l'année scolaire, pour couvrir mes dépenses. Kevin appelait à la maison dès qu'il avait besoin d'argent de poche, et la somme apparaissait sur son compte, en quelques heures. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, et un minimum de dette, parce que je m'étais démené. Kevin a obtenu le sien avec une moyenne médiocre, et un sentiment de supériorité, qui ferait rougir un héritier de fortune. 4 ans plus tard, j'ai immédiatement commencé à travailler à plein temps chez Johnson Industrial Solutions. J'ai débuté au bas de l'échelle, bien que j'ai littéralement construit la moitié de nos systèmes, pendant mon adolescence. Bon, peu importe. Je me suis dit que j'allais faire mes preuves, et gravir les échelons. Et c'est ce que j'ai fait. Au cours des 8 années suivantes, je suis devenu la colonne vertébrale de cette entreprise. Je ne suis pas arrogant en disant cela, j'énonce des faits, que de nombreux employés pourraient confirmer si vous leur demandiez. J'ai conçu toute l'architecture de nos serveurs, à partir de zéro. J'ai créé les protocoles de sécurité, qui protégeaient les données des clients. J'ai écrit des solutions logicielles personnalisées, qui nous ont permis de décrocher 3 de nos plus gros contrats. Lorsque notre principal concurrent a tenté de nous débaucher nos clients, avec une solution sophistiquée basée sur le cloud, j'ai construit quelque chose de mieux, en 6 mois, tout seul, tout en gérant notre infrastructure existante. Il y a eu ce moment, environ 4 ans après mon arrivée, où nous avons failli perdre notre plus gros client, une entreprise manufacturière qui représentait 22% de notre chiffre d'affaires. Leur directeur technique cherchait des alternatives, car notre tableau de bord de rapport était obsolète. J'ai passé 3 semaines à travailler 18 heures par jour, pour construire une plateforme d'analyse entièrement nouvelle, des visualisations personnalisées, une surveillance en temps réel, et des alertes de maintenance prédictive. Le directeur technique a été si impressionné, qu'il a signé une extension de contrat de 5 ans. Mon père en a parlé lors d'une réunion d'entreprise, comme d'une belle mise à jour technique, sans citer mon nom. Kevin, qui n'avait absolument rien fait, a d'une manière ou d'une autre été remercié pour la gestion relationnelle, qui avait satisfait le client. Mon père m'a promu directeur de la technologie après 5 ans. Toujours pas vice-président, mais bon. Je pensais que je construisais quelque chose. Le titre s'accompagnait d'une modeste augmentation, et d'un bureau avec une fenêtre. Je me disais d'être patient. Je me disais que le travail acharné finirait par être reconnu. Je me disais que la loyauté familiale signifiait quelque chose. J'avais tort sur toute la ligne. Puis Kevin a obtenu son diplôme. C'était il y a 3 ans. Kevin avait vivoté après l'université, essayé quelques jobs de vente, et échoué dans une start-up que mon père avait discrètement financée, et dont il n'a plus jamais reparlé. À 25 ans, il était pratiquement au chômage, et vivait dans un appartement payé par nos parents. L'échec de la start-up était particulièrement embarrassant. Kevin avait convaincu mon père d'investir 60,000 $ dans une application révolutionnaire, censée mettre en relation des organisateurs de soirées avec des fournisseurs locaux. L'application était essentiellement une version médiocre de Yelp, sur le thème de la fête. Elle a été lancée, a obtenu peut-être 200 téléchargements, et est morte en 8 mois. Mon père ne lui a jamais demandé de rembourser l'argent. Il n'en a même jamais fait mention. Pendant ce temps, je demandais une modeste augmentation du budget d'équipement depuis 2 ans, et on me répétait sans cesse que l'entreprise n'avait pas les moyens. La solution de mon père pour le chômage de Kevin ? Faire entrer Kevin dans l'entreprise comme mon égal, directeur du développement commercial, un poste qui n'existait littéralement pas, jusqu'à ce que Kevin ait besoin d'un emploi. J'ai ravalé ma fierté. Très bien. Kevin pouvait s'occuper du côté commercial, pendant que je gérais le côté technique. La division du travail était logique sur le papier, sauf que Kevin était nul dans son travail. Mais vraiment nul. Il fixait des réunions avec des clients potentiels, et oubliait de s'y présenter. Il promettait des fonctionnalités que notre logiciel ne pouvait pas offrir, sans me consulter d'abord.
Il emmenait des prospects dans des restaurants chics avec la carte de l'entreprise, puis perdait le contrat. Bref, je l'ai vu rater un contrat d'une valeur potentielle de 2,000 $ de revenus annuels, parce qu'il avait promis au client que nous pourrions nous intégrer à un ancien système, qui n'avait pas d'accès API. Quand l'équipe technique du client a demandé comment nous allions accomplir cela, Kevin a simplement dit « Notre technicien trouvera la solution » et il est passé à autre chose. Le client est parti, car il avait correctement identifié que Kevin n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Mais mon père ne le voyait pas, ou ne voulait pas le voir. Chaque échec était une expérience d'apprentissage, ou servait à établir des relations sur le long terme. Chaque succès, même mineur, était la preuve que Kevin trouvait son rythme. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine pour maintenir le côté technique, tout en réparant les bévues de Kevin, auprès des clients à qui il avait trop promis. J'avais le même salaire depuis 2 ans. Même titre, même bureau. Quand j'ai interrogé mon père sur une promotion, il m'a lancé ce sourire condescendant, et a dit « David, les profils techniques ne passent généralement pas à la direction. Ta valeur est exactement là où tu es. Ne t'inquiète pas pour les titres. Ne t'inquiète pas pour les titres. » Facile à dire, quand c'est ton nom de famille qui est écrit sur le bâtiment. Ce qui m'a vraiment achevé, c'est la situation de la salle des serveurs. Toute notre entreprise fonctionnait sur une infrastructure que j'avais conçue, construite et entretenue. Chaque logiciel, chaque base de données client, chaque système de communication, chaque protocole de sauvegarde. Je connaissais chaque mot de passe, chaque clé de chiffrement, et chaque dispositif de sécurité. Personne d'autre ne le savait, car personne d'autre n'avait jamais pris la peine d'apprendre. J'ai essayé de former des gens, plusieurs fois. J'ai créé une documentation que personne ne lisait. J'ai proposé d'organiser des ateliers, auxquels personne n'assistait. J'ai pratiquement supplié pour avoir un administrateur junior, qui pourrait apprendre les systèmes, et assurer une couverture en cas d'absence. Mais mon père disait toujours, que nous ne pouvions pas nous permettre de consacrer des ressources à la formation informatique, quand il y avait des besoins commerciaux plus pressants. Traduction, Kevin avait besoin d'un budget marketing plus important, pour des dîners avec des clients qui ne menaient à rien. Ainsi, pendant 8 ans, j'ai été le point de défaillance unique pour toute l'entreprise. J'étais la seule personne capable d'accéder à nos systèmes centraux, le seul qui savait comment tout était connecté. Et personne ne semblait se soucier de cette vulnérabilité, car dans leur esprit, je serais toujours là. Je serais toujours le gars fiable, celui qui répare les problèmes sans se plaindre, la colonne vertébrale invisible de Johnson Industrial Solutions. Cela allait changer. Il y a 6 mois, mon père a convoqué une réunion générale. Grande annonce, a-t-il dit. Il est temps pour Johnson Industrial Solutions d'entrer dans une nouvelle phase de croissance. J'ai pensé qu'il s'agirait de l'annonce d'un nouveau contrat, ou peut-être d'une discussion sur une fusion. Au lieu de cela, mon père s'est tenu devant la salle de conférence, avec Kevin à ses côtés, et a lâché une bombe. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il était temps de restructurer notre équipe de direction. Nous créons un nouveau poste de vice-président des opérations, pour superviser à la fois nos divisions techniques et de développement commercial. Quelqu'un qui puisse faire le pont entre les deux mondes, et nous mener vers l'avenir. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Vice-président. Après 8 ans à faire mes preuves, j'étais enfin reconnu. Je suis fier d'annoncer que Kevin assumera ce rôle, avec effet immédiat. Le silence s'est installé dans la pièce. J'ai regardé mes collègues échanger des regards mal à l'aise. Jake, mon ami le plus proche au travail, a carrément grincé des dents. Tout le monde savait que Kevin ne pourrait pas trouver la salle des serveurs sans une carte, et encore moins superviser des opérations techniques. Kevin se tenait là, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie, ce même sourire qu'il avait eu quand il avait reçu une voiture pour ses 16 ans, alors que je conduisais une vieille berline de 12 ans, que j'avais achetée moi-même. Ce même sourire qu'il arborait à chaque Noël, quand sa pile de cadeaux était 2 fois plus grande que la mienne. Mon père a continué avec des bêtises, sur le sens des affaires, de Kevin, et ses compétences relationnelles, essentielles pour la croissance de l'entreprise. Il a expliqué comment la perspective fraîche de Kevin compléterait nos capacités techniques. Comment tout cela concernait l'avenir de la société. Quand il a fini, Kevin a dit quelques mots sur le fait d'être honoré et engagé envers l'excellence, les mêmes phrases génériques qu'il avait probablement tirées d'un livre de management qu'il n'avait jamais fini de lire.
Je suis resté assis là, figé. 8 ans. 8 ans à faire des semaines de 60 heures. À construire des systèmes à partir de rien. À sauver des contrats que Kevin avait failli perdre. À être la colonne vertébrale de toute cette opération. Et ma récompense, c'était de voir mon petit frère être promu au-dessus de moi. Après la réunion, je suis allé dans le bureau de mon père. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Il était assis derrière son bureau, l'air satisfait de lui-même, quand je suis entré. « Papa, je dois te parler de cette décision concernant la vice-présidence. » Il a soupiré comme si j'étais un enfant, qui interrompait son temps précieux d'adulte. « David, je sais que cela peut être difficile à entendre, mais Kevin a montré un vrai potentiel de leadership ces derniers temps. L'entreprise a besoin de quelqu'un qui a une vision d'ensemble. » Une vision d'ensemble? Ça fait 8 ans que j'ai la vision d'ensemble. J'ai construit les systèmes, qui permettent à cette entreprise de fonctionner. Et tu continueras à le faire. Tu es irremplaçable dans ton rôle actuel. Mon rôle actuel, dont Kevin est maintenant responsable? Kevin s'occupera de la direction stratégique. Toi, tu t'occuperas de la mise en œuvre technique. C'est un partenariat naturel. Papa, Kevin ne comprend rien à nos systèmes. Il ne saurait pas faire la différence entre un serveur et un sandwich. Le visage de mon père s'est durci. C'est exactement le genre d'attitude qui m'inquiète, David. Tu es doué techniquement, mais tu manques de compétences relationnelles pour diriger. Kevin apporte quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'il apporte, exactement? Des arguments de vente ratés? Des réunions manquées? Cette start-up que tu as financée, et qui a fait faillite en 8 mois. Ça suffit. Mon père s'est levé, le visage rouge. J'ai pris ma décision. Kevin est vice-président. Tu peux soit soutenir cette décision, et continuer à être un membre précieux de cette équipe, soit laisser ta jalousie détruire ta carrière ici. Ma jalousie? Papa, j'ai tout donné à cette entreprise. J'ai manqué des fêtes, annulé des vacances, et travaillé tout en étant malade. J'ai été là à chaque crise, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Tu as donné tes compétences techniques, ce qui est exactement ce pourquoi nous te payons. Mais le leadership exige plus que de savoir comment fonctionnent les ordinateurs. Kevin a une vision. Il a du charisme. Il a ce qu'il faut, pour être le visage de cette entreprise. Je suis resté là, à digérer ses paroles. Le visage de l'entreprise. Voilà de quoi il s'agissait. Kevin présentait bien en costume, et pouvait serrer des mains. J'étais le gars technique bizarre, qui faisait réellement tout fonctionner. Tu penses que je ne peux pas diriger, parce que je ne suis pas assez charmant? Je pense que tu es un brillant technicien, qui devrait se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Arrête d'essayer d'être ce que tu n'es pas. C'est ton problème depuis l'enfance, David. Tu as toujours voulu être quelqu'un d'autre, au lieu d'accepter qui tu es. Celle-là m'a frappé différemment. Plus de 20 ans à me sentir invisible dans ma propre famille, condensé en une seule phrase condescendante. Je suis sorti de son bureau sans un mot de plus. Je suis allé directement à ma voiture, et je suis resté assis là pendant 1 heure, à repenser à chaque sacrifice que j'avais fait pour cette boîte. Chaque week-end travaillé, chaque vacances sautées, chaque relation négligée, parce qu'il y avait toujours une nouvelle crise à résoudre. Et ma récompense, c'était d'être traité de « brillant technicien », qui devait rester à sa place. Ce soir-là, j'ai appelé ma petite amie, Rachel. Elle m'écoutait me plaindre de ma famille depuis 3 ans, et elle avait la patience d'une sainte. Elle était infirmière aux soins intensifs, au centre médical universitaire, et elle comprenait ce que signifiaient les longues heures, et le sentiment de ne pas être apprécié. Ils ont promu Kevin à ta place? Ouais. Le Kevin qui pensait que le SQL était une sorte de poisson, jusqu'à l'année dernière. C'est bien lui. David, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais j'en ai fini d'être invisible. Ces mots m'ont surpris au moment où je les ai dits, mais ils sonnaient juste. Pour la première fois de ma vie, j'en avais fini d'accepter les miettes, que ma famille décidait de me jeter. Les semaines suivantes ont été riches en enseignements. Kevin a commencé son nouveau rôle avec toute la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, convoquant des réunions pour discuter de synergie et d'efficacité opérationnelle, tout en n'ayant manifestement aucune idée de ce que nos systèmes faisaient réellement.
Il me faisait venir dans son bureau, pour lui expliquer des concepts de base, que n'importe qui ayant été attentif au cours des 3 dernières années connaîtrait déjà. C'est quoi un pare-feu? Comment fonctionne notre système de sauvegarde? Pourquoi on ne peut pas tout mettre sur Google Drive? J'expliquais les choses aussi simplement que possible, et il hochait la tête comme s'il comprenait. Puis, il faisait demi-tour, et présentait ces mêmes concepts à mon père, comme s'il s'agissait de ses propres idées originales. J'ai analysé notre infrastructure, et je pense que nous sommes trop dépendants de solutions de serveurs locaux. Nous devrions envisager une approche distribuée, pour la gestion des risques. C'était littéralement mes mots, tirés d'une proposition que j'avais écrite il y a 2 ans, une proposition que mon père avait rejetée, parce qu'elle était trop technique, pour qu'il la comprenne. Mon père a tout gobé. À chaque réunion, il louait la « réflexion stratégique » de Kevin, pendant que j'étais assis là, à regarder mes propres idées être reconditionnées, et attribuées à quelqu'un d'autre. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Kevin a décidé qu'il voulait moderniser notre infrastructure. Il avait lu un article sur le cloud computing, et a décidé que nous devions tout migrer immédiatement. Peu importait que nos clients aient des exigences de sécurité spécifiques, qui rendaient certaines solutions cloud problématiques. Peu importait que nos systèmes actuels soient stables et efficaces. Kevin voulait le cloud, parce que le cloud, ça sonnait bien. Il a fait appel à des consultants externes, sans m'en parler. Ces gars sont arrivés avec des présentations sophistiquées, et des mots à la mode, promettant de révolutionner nos opérations. Ils ont annoncé un prix qui m'a donné le vertige, 350,000 $, et un calendrier totalement irréaliste. Quand j'ai soulevé des inquiétudes, lors de la réunion de planification, Kevin m'a coupé la parole. David, j'apprécie ta contribution, mais nous devons voir plus grand ici. Tes systèmes hérités nous ont bien servi, mais il est temps d'évoluer. Systèmes hérités? Les systèmes que j'ai construits de toutes pièces? Les systèmes qui n'ont jamais connu de panne majeure en 8 ans? Kevin, si nous précipitons cette migration, nous allons avoir de graves problèmes. Nos clients dépendent de la disponibilité du service. Toute interruption pourrait nous coûter des contrats. C'est pour ça qu'on fait appel à des professionnels. Il a désigné les consultants, qui ont hoché la tête d'un air sage. Ces gars ont fait ça des dizaines de fois. Nous sommes entre de bonnes mains. J'ai regardé mon père, espérant qu'il entendrait raison. Il hochait la tête en même temps que Kevin, comme si tout était parfaitement logique. Je veux que David coopère pleinement avec l'équipe de transition, a continué Kevin. Cela signifie remettre tous les accès au système, la documentation, et les mots de passe, afin qu'ils puissent faire leur évaluation. C'était le moment où tout s'est cristallisé. Ils voulaient mes clés, non pas parce qu'ils appréciaient mon travail, mais parce qu'ils avaient besoin de mes accès, pour mener à bien un plan qui allait probablement leur exploser à la figure. Pendant 8 ans, j'avais été le gardien de l'infrastructure la plus critique de cette entreprise. Je connaissais chaque porte dérobée, chaque clé de chiffrement, et chaque protocole de sécurité et des informations que je n'avais jamais complètement documentées, car mon père avait toujours dit que nous ne pouvions pas nous permettre de consacrer des ressources à ce genre de frais administratifs. Maintenant, il voulait que je donne tout ça à des consultants externes, pour que Kevin puisse jouer au visionnaire technologique. J'ai souri, et j'ai dit que je préparerais tout ce dont ils avaient besoin. Ensuite, je suis retourné dans mon bureau, et j'ai commencé à planifier. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai tout documenté. Chaque système que j'avais construit, chaque processus que j'avais créé, chaque ligne de code qui maintenait l'entreprise en vie. Pas pour eux ou pour moi. Je voulais un dossier complet de ce que j'avais apporté, avant que tout ne dérape. Deuxièmement, j'ai commencé à sauvegarder discrètement mes fichiers personnels, et tous les travaux exclusifs que j'avais développés sur mon temps libre. Le service juridique avait toujours été vague, sur la propriété intellectuelle pour les choses que j'avais construites en dehors des heures de travail, alors je me suis assuré d'avoir des copies de tout ce qui était clairement à moi. Troisièmement, j'ai commencé à préparer ma démission. Ce n'était pas encore de la vengeance, c'était de l'instinct de conservation. Je savais que la migration cloud de Kevin allait être un désastre, et je ne voulais pas être le bouc émissaire quand elle échouerait. Mieux valait partir selon mes propres termes, que d'être blâmé pour l'incompétence de quelqu'un d'autre. La goutte d'eau a fait déborder le vase, un jeudi après-midi. Kevin a convoqué une autre réunion générale,
cette fois pour discuter de la restructuration organisationnelle. Mon père était là, rayonnant de fierté, alors que Kevin présentait un nouvel organigramme. Mon poste avait été supprimé. Enfin, pas supprimé exactement, restructuré. Le rôle de directeur de la technologie était remplacé par un poste de coordinateur du support technique, relevant des consultants externes. Même responsabilité, titre inférieur, une baisse de salaire de 20%, et je devais rendre des comptes à des gens qui étaient dans l'entreprise depuis 3 semaines, au lieu de 8 ans. Après la réunion, mon père m'a pris à part. David, je sais que cela ressemble à un retour en arrière, mais vois cela comme une opportunité. Tu travailleras en étroite collaboration avec des professionnels expérimentés, qui pourront t'aider à grandir. M'aider à grandir, papa? J'ai construit tout ce dont ils sont prétendument experts. Ton attitude est exactement le problème. Tu es résistant au changement. Tu penses que tu sais mieux que tout le monde. C'est pour ça que tu as plafonné ici. C'est pour ça que tu n'as jamais progressé au-delà d'un certain niveau. Tu es un technicien, David, un bon. Mais tu n'es pas un leader, et tu dois l'accepter. Plafonner? J'ai géré ton infrastructure informatique tout seul, alors que Kevin ne trouverait pas l'imprimante sans une carte. Kevin est un leader. Tu es un technicien. Il n'y a pas de honte à cela. Mais tu dois accepter ta place dans cette entreprise. Ma place. Ma place était apparemment d'être un employé de support technique glorifié, dans l'entreprise de ma propre famille, pendant que mon frère, qui pouvait à peine envoyer un email sans aide, jouait au cadre dirigeant. Est-ce vraiment ainsi que tu me vois, ai-je demandé doucement. Après tout ce que j'ai fait? Mon père m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. David, je t'aime, mais tu n'as jamais eu ce qu'il fallait pour diriger. Tu es bon pour suivre des instructions, et résoudre des problèmes techniques. C'est précieux. Mais Kevin a le charisme, la vision, les qualités de leadership, dont cette entreprise a besoin pour croître. Je sais que c'est dur à entendre, mais parfois nous devons reconnaître nos limites. Je l'ai juste regardé. Le nouveau poste s'accompagne d'une prime de rétention, si tu t'engages à rester pendant la transition, 15,000 $. Nous avons vraiment besoin de toi pour la passation technique. Réfléchis-y. Il est parti, me laissant planter dans le couloir, me rendant compte que j'avais passé 8 ans à construire une entreprise pour des gens, qui ne me voyaient que comme un outil utile. Ce soir-là, j'ai rédigé ma lettre de démission. 2 paragraphes professionnels, courtois, avec un préavis de 2 semaines. Puis je l'ai effacée, et j'en ai écrit une autre. Celle-ci ne faisait qu'une seule phrase, je démissionne, avec effet immédiat. Je l'ai envoyée à 6 heures le lendemain matin, par email à mon père, à Kevin, et au RH. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, je suis allé chez Rachel, et j'ai dormi pendant 14 heures d'affilée. Quand je me suis enfin réveillé, j'avais 47 appels manqués, et plus de 100 messages textes. La panique avait commencé. Voici le truc quand on est la seule personne à savoir comment tous les systèmes fonctionnent, quand on part, personne d'autre ne peut rien réparer. Et je dis bien rien. Premier jour de mon absence, le serveur de sauvegarde a commencé à afficher des erreurs. C'était en fait un problème mineur, une tâche de maintenance planifiée, qui nécessitait une approbation manuelle, car je n'avais jamais automatisé cette étape spécifique. Cela m'aurait pris 5 minutes à résoudre. Sans moi, personne ne savait quoi faire. Ils ont appelé l'équipe de consultants, qui a passé 8 heures à essayer de diagnostiquer le problème, avant de l'aggraver accidentellement, en redémarrant les services dans le mauvais ordre. Deuxième jour, le serveur de messagerie est tombé en panne. Non pas parce que quelque chose était cassé, mais parce que personne ne connaissait les identifiants administrateurs, pour redémarrer le service. Ces identifiants étaient dans ma tête, avec environ 200 autres mots de passe, que l'on ne m'avait jamais demandé de documenter. Les consultants ont essayé de réinitialiser le mot de passe, et ont réussi à se bloquer complètement. Troisième jour, leur plus gros client a appelé, en menaçant de résilier son contrat, car son tableau de bord de surveillance ne se mettait plus à jour. C'était le résultat d'un jeton API, qui devait être rafraîchi tous les 90 jours. Je m'en étais toujours occupé, personne d'autre ne savait même que cela existait. Jake me tenait au courant par SMS. Il ne demandait pas d'aide, il comprenait pourquoi j'étais parti, mais il voulait que je sache ce qui se passait. J'appréciais le compte-rendu en direct.
Kevin vient de passer 45 minutes à hurler sur les consultants. C'était glorieux. Papa est dans son bureau avec la porte fermée. On ne l'a pas vu sortir depuis 3 heures. Les consultants parlent de faire venir une équipe de récupération de données médico-légales. Ils pensent qu'on a été piraté. Ils n'avaient pas été piratés. Ils venaient juste de réaliser que, peut-être, le gars qui avait tout construit à partir de zéro savait des choses, qui n'étaient écrites nulle part. Mon téléphone explosait. Mon père, Kevin, les RH, des collègues que je connaissais à peine, tout le monde voulait savoir où j'étais, et pourquoi je n'aidais pas. J'ai tout ignoré. Le 4e jour, mon père s'est présenté à l'appartement de Rachel. Je l'ai observé par l'œilleton, frappant à la porte et m'appelant par mon nom pendant 20 minutes, avant de finalement laisser un mot manuscrit sous la porte. « David, s'il te plaît, appelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Papa. » J'ai jeté le mot. 5e jour, Kevin m'a envoyé un email me menaçant de poursuites judiciaires, pour sabotage et vol de propriété de l'entreprise. Je l'ai transféré à un ami avocat, qui a ri et a dit qu'il n'avait rien contre moi. Je n'avais rien saboté, j'étais juste parti. Le fait que je sois le seul à savoir comment les choses fonctionnaient n'était pas mon problème. Je n'avais rien supprimé, rien endommagé, et je n'avais rien pris qui appartenait à l'entreprise. J'avais simplement arrêté de venir. 6e jour, le serveur de production principal de l'entreprise a craché. C'était le coup de grâce. Le serveur qui hébergeait toutes les applications de leurs clients. Sans lui, la moitié de leur base de clients n'avait plus accès au logiciel, pour lequel ils payaient. Le crash s'est produit à cause d'un problème de gestion de la mémoire, pour lequel j'avais mis en place une alerte de surveillance, il y a des années. L'alerte arrivait sur mon email personnel car je n'avais jamais fait confiance à personne d'autre, pour y répondre correctement. Quand je suis parti, les alertes ont continué à arriver, mais il n'y avait plus personne pour les voir. J'ai regardé les emails défiler, alors que le serveur se dégradait lentement, pendant 72 heures, avant de finalement rendre l'âme. Jake m'a envoyé un SMS, en panique. « David, tout est en feu. Kevin est dans le bureau de ton père, en train de hurler depuis 2 heures. Les consultants disent qu'ils ne peuvent pas récupérer le système, sans les clés de chiffrement. Personne ne sait où elles sont. Moi, je savais où elles étaient. Elles se trouvaient dans un gestionnaire de mots de passe, auquel moi seul avais accès à un gestionnaire sécurisé par des identifiants, qui n'existaient que dans ma mémoire. 7e jour, mon père a appelé. J'ai répondu 7 fois. David. Sa voix sonnait comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Nous devons parler. On a déjà beaucoup parlé. Tu as été très clair sur ce que tu pensais de moi. J'avais tort. À propos de Kevin, de la restructuration, de tout. S'il te plaît. L'entreprise s'effondre. On a besoin de ton aide. On dirait que tu devrais appeler ces consultants, que Kevin a embauchés. Ce sont des professionnels, n'est-ce pas? David, je t'en prie. Je t'en supplie. Fixe ton prix. Mon prix? Tout ce que je veux? Ton ancien poste, le double de ton salaire, le titre de vice-président, n'importe quoi. Reviens juste, et répare ça. J'ai laissé le silence s'étirer pendant un long moment, assez longtemps pour que je puisse l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil, dans l'attente. Je ne veux pas récupérer mon ancien poste, papa. Alors, qu'est-ce que tu veux? 50% de l'entreprise. Il a ri, puis il a réalisé que je ne plaisantais pas. C'est de la folie. C'est le travail de toute ma vie. Je ne peux pas simplement en donner la moitié. Alors, bonne chance avec la récupération de tes serveurs. J'ai entendu dire que les consultants faisaient de grands progrès. David, sois raisonnable. Je te donnerai 25%. C'est plus que généreux, pour ton âge et ton expérience. 50%. Et Kevin s'en va complètement. Plus de postes, plus de bureaux, plus aucune implication. Une rupture nette. Je ne peux pas licencier ton frère. C'est la famille. Moi aussi. Mais ça ne t'a pas empêché de me traiter de raté, qui devait rester à sa place. Silence. Un long silence douloureux. 50%, et Kevin dégage. C'est ma dernière offre. Tu as jusqu'à minuit pour décider. Après cela,
je réserve un vol pour Seattle. J'ai 3 offres d'emploi qui m'attendent, et je n'ai même pas encore commencé à chercher sérieusement. J'ai raccroché. Les 18 heures suivantes ont été intéressantes. Je le sais parce que Jack me tenait au courant en temps réel. Les consultants ont démissionné et ils sont partis, tout simplement. Ils ont dit que la situation dépassait leur capacité de résolution, sans les identifiants d'accès qu'ils ne pouvaient pas obtenir. Ils ont aussi mentionné qu'ils ne voulaient pas être associés à l'entreprise, au moment de son effondrement. 2 clients majeurs ont résilié leur contrat. 3 employés ont démissionné, parce qu'ils ne pouvaient plus travailler sans système fonctionnel. La banque de l'entreprise a appelé pour un remboursement de prêts manqués, qui avait été programmé via un système automatisé, auquel personne ne pouvait accéder. Kevin a apparemment fait une crise de nerfs complète sur le parking, hurlant que tout était de ma faute, et que j'avais tout planifié depuis le début. La sécurité a dû l'escorter hors des lieux. À 23h47, mon téléphone a sonné. 50%, la voix de mon père était brisée. Kevin est out. Tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, reviens. Je le veux par écrit. Un accord rédigé par un avocat, signé et notarié, avant que je ne touche un seul clavier. On n'a pas le temps pour ça. Les serveurs, alors j'imagine que les serveurs vont rester en panne. J'attends les documents. David, s'il te plaît. On est en train de tout perdre. Minuit, papa. Les papiers prêts pour demain midi, ou l'accord est annulé. J'ai raccroché à nouveau. À 11h58 le lendemain, j'ai reçu un email avec 3 pièces jointes, un accord de transfert d'actions me donnant 50% de la propriété de Johnson Industrial Solutions, la lettre de licenciement de Kevin, et une lettre d'excuse formelle de mon père, reconnaissant ses erreurs de jugement concernant ma contribution à l'entreprise. Mon avocat a tout examiné. C'était légal. Je me suis rendu au bureau à 14h. Je suis passé devant la réception vide, devant les postes de travail sombres, et devant les employés stressés, qui me regardaient soit comme leur sauveur, soit comme leur bourreau. Mon père m'attendait dans son bureau. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans en une semaine. Kevin était là aussi, emballant ses affaires personnelles dans un carton, tout en me lançant des regards noirs. David. Mon père s'est levé. Je ne sais pas quoi dire, à part que je suis désolé. J'ai été aveugle. J'ai laissé mon désir de voir Kevin réussir obscurcir mon jugement, sur qui tenait réellement cette boîte debout. Garde tes excuses. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour réparer le désastre que vous avez créé. Kevin a levé les yeux de son carton. Ce n'est pas fini. Tu penses avoir gagné? Tu viens de détruire cette famille. Non, Kevin. Toi et papa avez détruit cette famille. J'ai juste arrêté de vous laisser me détruire avec elle. Il a pris son carton, et est sorti sans un mot de plus. Je ne l'ai plus jamais revu au bureau. Je me suis assis à mon ancien poste de travail, et je me suis mis au boulot. Il m'a fallu 4 heures pour restaurer les fonctionnalités de base, et 6 autres pour que tous les systèmes soient pleinement opérationnels. À minuit, Johnson Industrial Solutions tournait à nouveau. Mais les choses étaient différentes maintenant, très différentes. Au cours des 3 mois suivants, j'ai mis en œuvre les changements que je préconisais depuis des années, une documentation appropriée pour tous les systèmes, des identifiants d'accès redondants détenus par plusieurs employés de confiance, et des programmes de formation pour ne plus être le seul point de défaillance. J'ai embauché du personnel informatique professionnel, qui comprenait réellement notre infrastructure. J'ai également restructuré l'entreprise. Mon père a pris un rôle de conseiller. Je suis devenu PDG. Nous avons éliminé les poids morts, nous nous sommes concentrés sur nos compétences clés, et nous avons commencé à reconstruire les relations avec les clients que nous avions perdus. Kevin a essayé de nous poursuivre pour licenciement abusif. Son avocat l'a pratiquement mis à la porte de son cabinet, quand il a examiné la situation. On ne peut pas poursuivre pour licenciement abusif, quand son licenciement fait partie d'un accord négocié, pour sauver une entreprise que l'on a aidé à détruire. La tentative de procès était d'ailleurs assez drôle. Kevin a engagé un petit avocat minable, qui nous a envoyé une mise en demeure, affirmant que j'avais contraint mon père à signer l'accord, sous la contrainte. Mon avocat a répondu par un document de 12 pages, détaillant tout ce que Kevin avait fait pour nuire à l'entreprise, y compris la migration cloud ratée, les clients perdus, et les failles de sécurité créées par ses consultants.
Nous avons également joint les transcriptions de la crise de Kevin sur le parking, que plusieurs employés avaient enregistrées sur leur téléphone. Les poursuites ont disparu en 2 semaines. Je n'en ai plus jamais entendu parler. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle la culture de l'entreprise a changé, une fois que Kevin est parti. Les employés, qui marchaient sur des œufs, ont soudainement commencé à s'exprimer lors des réunions. Des idées qui avaient été rejetées pendant des années ont été mises en œuvre. Le moral a grimpé en flèche. Jake m'a raconté que le dernier jour de Kevin, quelqu'un avait laissé un gâteau dans la salle de pause, avec un mot disant « bon débarras ». Personne n'a jamais su qui c'était, mais j'ai mes soupçons. Les clients que nous avions perdus pendant la crise ont été plus difficiles à reconquérir. 2 d'entre eux avaient signé avec des concurrents, et n'étaient pas intéressés par un retour. Mais le 3e, l'entreprise manufacturière avec laquelle nous travaillons depuis 6 ans, a accepté de nous donner une autre chance, après que je me suis personnellement rendu à leur siège social, pour leur expliquer tout ce qui s'était passé. « Votre frère vous a vraiment mis dans le pétrin », a dit leur directeur technique après mes explications. « C'est vrai, mais il est parti maintenant, et je m'assure que rien de tel ne se reproduise jamais. » Nous avons récupéré leur contrat, et signé une extension de 3 ans, à de meilleures conditions qu'auparavant. Le redressement financier a pris environ 4 mois. Entre les clients perdus, les frais de conseil d'urgence, et les dommages à notre réputation, nous avions pris un coup sérieux. J'ai dû personnellement garantir un prêt relais, pour assurer le paiement des salaires pendant que nous reconstruisions. Mais nous avons reconstruit plus fort qu'avant. J'ai fait venir de nouvelles personnes, des gens compétents. Patricia en tant que directrice technique, un directeur financier nommé William, qui avait une réelle expérience financière, et pas seulement un diplôme de commerce et des relations familiales, et une directrice des ventes nommée Samantha, qui a conclu plus de contrats lors de son premier trimestre, que Kevin n'en avait conclu en 2 ans. Nous avons également investi massivement dans la documentation et la formation. Je ne voulais plus jamais être un point de défaillance unique, non pas parce que je prévoyais de partir, mais parce que j'avais enfin compris qu'une entreprise bâtie sur le savoir d'une seule personne n'est pas vraiment une entreprise, c'est un risque. Au 6e mois, nous étions de nouveau rentables. Au 9e mois, nous enregistrions des revenus records. Au 12e mois, nous avions plus de clients que nous n'en avions jamais eu. Le redressement a été remarqué. Des publications spécialisées ont écrit sur notre histoire, comme celle d'un « phénix renaissant de ses cendres ». Un podcast m'a invité pour parler de résilience et de leadership. J'ai décliné l'invitation, mais j'ai apprécié la reconnaissance. Résumé, j'ai passé 8 ans à bâtir l'entreprise technologique de ma famille. Mon père a promu mon frère inutile à ma place, et m'a traité de raté qui devait rester à sa place. J'ai démissionné, en emportant tous les accès système. Quand tout s'est effondré, j'ai exigé 50% de l'entreprise pour revenir. Maintenant, je dirige la boîte, et mon frère vend des voitures. Mise à jour, salut Reddit, cela fait environ 6 mois que j'ai posté cette histoire, et les gens ont demandé des nouvelles. L'entreprise vient de réaliser son meilleur trimestre historique. Nous avons recruté une nouvelle directrice technique, que je respecte vraiment, une femme nommée Patricia, qui a passé 15 ans dans une entreprise du Fortune 100, avant de décider qu'elle voulait travailler dans une structure plus petite. Nous avons décroché 3 contrats majeurs cette année, embauché 12 nouveaux employés, et nous nous sommes étendus sur 2 nouveaux marchés. Le plus gros contrat a été signé avec un fabricant de pièces automobiles, basé à Détroit. Il cherchait une nouvelle solution logicielle depuis plus d'1 an, et tous nos principaux concurrents les avaient démarchés. Quand ils ont entendu parler de notre histoire de redressement, ils nous ont contactés directement. Ils ont dit qu'ils appréciaient une entreprise, qui avait traversé le feu pour en sortir plus forte. Ce contrat à lui seul vaut plus que tout notre chiffre d'affaires d'il y a 2 ans. Rachel et moi nous sommes mariés le mois dernier. C'était une petite cérémonie juste des amis proches, et sa famille. Mon père était le seul de mon côté à être venu. Kevin n'était pas invité. Le mariage était tout simplement parfait. Nous l'avons fait dans un jardin botanique, à environ 1 heure de la ville. 50 personnes, de la bonne nourriture, un temps magnifique, et pas de drame. La famille de Rachel est tout à fait normale, ce qui, après ma propre famille, semble presque surréaliste. Son père l'a accompagnée à l'hôtel. Sa mère a versé des larmes de joie. Ses sœurs ont porté des toasts réellement sincères. Personne n'a essayé de ramener l'attention sur soi, ou de déclencher une dispute.
Mon père s'est bien tenu. Il s'est assis au dernier rang, est resté discret, et est parti juste après que la réception a commencé à se terminer. Il m'a serré la main avant de partir, et m'a dit qu'il était fier de moi. J'ai juste hoché la tête. En parlant de Kevin, j'ai entendu dire qu'il avait essayé de lancer sa propre entreprise de conseil, après s'être fait licencier. Une sorte de service de développement commercial, où il aiderait des startups à trouver des investisseurs. Cela a duré environ 4 mois, avant qu'il n'ait plus d'argent de mon père à dépenser. Apparemment, les investisseurs qu'il mettait en relation n'étaient pas réels, et les startups s'en sont rendus compte assez rapidement. L'une des startups a même menacé de le poursuivre pour fraude. Kevin prenait une commission d'intermédiation, pour des présentations à des investisseurs qui n'existaient pas. Tout s'est effondré quand quelqu'un a réellement cherché sur Google le nom de l'un des investisseurs, que Kevin avait mentionné, et n'a rien trouvé. Il travaille dans une concession automobile maintenant, il vend des camions d'occasion d'après ce que j'ai entendu, gagnant environ 40,000 $ par an. On est bien loin du salaire de vice-président, qu'il pensait mériter. Mon père a officiellement pris sa retraite le mois dernier. Il m'a cédé ses parts restantes, dans le cadre d'un accord de rachat que nous avions négocié. Je possède désormais 73% de Johnson Industrial Solutions. Il a déménagé en Arizona avec ma mère. Avant qu'il ne parte, nous avons dîné ensemble juste tous les deux. Il m'a dit que me voir prendre le contrôle de l'entreprise, était le moment où il avait été le plus fier de moi. Puis il s'est excusé à nouveau, pour la façon dont il m'avait traité toutes ces années. J'ai toujours pensé que Kevin avait besoin de plus d'aide, parce qu'il avait plus de difficultés, a-t-il dit. Je ne réalisais pas que j'étais simplement en train de le rendre plus faible, tout en ignorant le fils qui, lui, était en train de bâtir quelque chose. J'ai apprécié les excuses, mais je lui ai aussi dit que les excuses ne changent pas l'histoire, elles ne font que la reconnaître. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait. Ma mère essaie toujours d'organiser des dîners de famille, où Kevin arrive, par hasard. J'ai arrêté d'y assister. À Thanksgiving dernier, elle m'a appelé en pleurant parce que je ne venais pas. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je n'allais pas faire semblant que tout allait bien, alors que ce n'était pas le cas. Kevin m'a contacté une fois, il y a environ 3 mois, un long email s'excusant pour les malentendus, et demandant s'il n'y aurait pas une place pour lui dans l'entreprise à nouveau. Il s'était fait licencier de la concession automobile pour avoir falsifié des registres de vente, et il avait apparemment du mal à retrouver du travail. Je n'ai pas répondu. Jake m'a montré le profil LinkedIn de Kevin récemment. Il s'est présenté comme un consultant en développement commercial, expert en stratégie de redressement d'entreprise. L'ironie m'a presque fait rire. Dernière chose qui vaut la peine d'être mentionnée, la semaine dernière, notre plus gros concurrent nous a contactés pour acquérir Johnson Industrial Solutions. Ils ont offert 42 millions de $. J'ai dit non. Pas parce que je n'avais pas besoin de l'argent, mais parce que j'ai construit cette entreprise à partir de zéro, et que personne ne me la prendra. Ni mon frère, ni mon père, ni une quelconque firme de rachat à la recherche d'une bonne affaire. C'est à moi. Je l'ai gagné, et je le garde.